Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités, M. Ibrahima Sori Makadera, M. Mamoudou Mara et de notre éditorialiste Gracien Rokindikiza. L'actualité économique à présent, comment faire revenir les touristes en Tunisie? Les autorités se sont penchées sur la question, une réflexion qui a débouché sur l'adoption d'une série de mesures. On fait le point avec Sharan Kamara. 6 ans après la révolution du printemps arabe, le secteur du tourisme tunisien connaît une légère amélioration. Cependant, les objectifs de l'État ne sont pas encore atteints. En plus de la menace terroriste, le pays doit maintenant faire face à une nouvelle circulaire du Royaume-Uni qui interdit l'usage des tablettes, des téléphones portables et des ordinateurs dans les avions en provenance de plusieurs pays arabes, dont la Tunisie. Depuis les événements du printemps arabe, qui a commencé d'ailleurs par la Tunisie, et dans la foulée, les attaques terroristes qui ont eu lieu sur certaines plages de ce pays. Cela a entraîné un reflux de l'entrée des touristes sur le territoire tunisien, qui a affaibli également donc, les revenus tirés de ce secteur-là. Malgré ces difficultés, le gouvernement tunisien met en place des mesures visant à attirer les touristes. C'est dans ce cadre qu'a eu lieu la rencontre du groupe interparlementaire d'amitié France-Tunisie au Sénat parisien. En 2016, les Français n'étaient que 400 000 à avoir choisi la Tunisie, contre près d'1,5 million avant 2011. La reconstruction consiste d'abord à asseoir un climat sécuritaire et politique apaisé. L'essentiel du travail de reconstruction du tissu touristique revient à des mesures de type sécuritaire et de type politique, permettant d'avoir la stabilité et la paix. Afin de combler la chute du tourisme balnéaire, la Tunisie est décidée à attirer des capitaux étrangers en misant sur d'autres marchés, comme par exemple la culture, avec la Biennale de la photographie qui aura lieu en 2018. La Tunisie sera également le premier pays du Maghreb à accueillir le sommet de la francophonie en 2020. Alors, Gracien, l'insécurité est à l'origine de la baisse de l'activité touristique en Tunisie. Est-ce que la situation s'est améliorée? Est-ce que la Tunisie est à nouveau une destination sûre au jour d'aujourd'hui? La situation s'est améliorée, c'est une destination sûre, mais la communication n'est pas passée. Les touristes n'ont pas su, les touristes ne sont pas informés de ces changements. On sait bien qu'aujourd'hui, à Tunis ou à Djerba, en Tunisie, en tout cas dans tous les coins de la Tunisie, c'est aussi rassuré, ça peut rassurer un touriste qui est en Tunisie que celui qui est à Paris, que celui qui est à Berlin. On sait bien que le terrorisme est devenu international. Il n'est plus dans le monde arabe. Il est partout, presque dans tous les pays. Ça peut arriver à un touriste de n'importe où. Donc ce qui manque aujourd'hui, c'est surtout la communication. Et aussi, il faut que les Tunisiens s'imaginent une autre façon, disons, de faire le tourisme. Aller en Tunisie pour le tourisme de masse ne rassure pas beaucoup de gens. Ils peuvent faire en sorte que les gens connaissent la culture. C'est-à-dire qu'il faut développer le tourisme de niche? Oui, le tourisme est durable, on peut aller autrement. Faire un tourisme qui peut attirer beaucoup de gens, c'est un autre créneau parce que les gens peuvent se dire on n'est pas rassuré dans ce tourisme de masse qu'il y avait avant. Monsieur Makadera, je vois que vous avez envie de réagir. Allez-y. Le cas de la Tunisie, quand même, vous savez, le terrorisme est devenu international. Mais le problème, si on regarde bien, le nid du terrorisme, quand même, est beaucoup plus proche des pays arabes que les autres pays. Donc l'image, là, c'est cette image qui un peu déroute des touristes. C'est pourquoi, dans la publication de la Banque mondiale concernant la croissance de 2017, la Tunisie et l'Égypte sont considérés comme des pays où la croissance ne va pas être encore au rendez-vous, contrairement aux autres pays africains. Terrorisme international, oui, mais le nid du terrorisme aussi fait un peu peur aux touristes. Alors, Monsieur Mara, la mesure qui vient d'être adoptée par le Royaume-Uni ne risque-t-elle pas de venir finalement remettre en question les efforts enregistrés ces derniers temps dans le secteur touristique en Tunisie? Je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, le fait que l'État tunisien prenne des dispositions pour les mesures sécuritaires, je pense que c'est quelque chose qui est salutaire, c'est quelque chose qu'il faut encourager et développer. Et comme l'a dit Gracien tout à l'heure, la communication, c'est quelque chose de très particulier, surtout sur les secteurs touristiques. Il est important que l'État puisse communiquer, puisse faire une très bonne communication sur ces aspects afin de faire venir ces touristes
qui ont changé de destination. Allez-y. Oui, justement, par rapport à ce que Madame vient de dire, il faut savoir que le tourisme international, il n'est pas basé vraiment dans ces pays. Et d'ailleurs, même ce qui peut étonner, c'est que là où on peut se dire la base de ce tourisme, de ces terroristes, par exemple, il y a certains pays qui sont connus, qui étaient connus, mais on peut parler de Soudan ou des pays même dans l'Arabie Saoudite ou les autres, il n'y a pas de terrorisme, il n'y a pas d'attentat, il n'y a pas... Donc finalement, aujourd'hui, ces terroristes ne travaillent plus, entre guillemets, chez eux, ne font plus d'attentats chez eux, ils vont les faire ailleurs, dans l'esprit d'attaque, dans l'esprit de vengeance. Donc, ce qui fait que finalement, le tourisme, il va y avoir même beaucoup plus de tourisme dans les pays arabes que dans les pays européens, si on se met sous l'angle de la sécurité. Très rapidement. Attention, l'Arabie Saoudite est un pays qui exporte le terrorisme. Hein. Là-bas, il y a les sabres et tout, exporte le terrorisme. Mais vous parlez de la communication. La communication des terroristes est beaucoup plus soutenue, beaucoup plus flagrante, parce qu'ils tuent. Ça braque les médias internationaux sur la situation, même s'il n'y a eu que 2 morts. Pendant que pour communiquer réellement, la communication traditionnelle qui attire les touristes est très souvent difficile par rapport à ce que ces autres font. Merci, Monsieur Mara. Dans l'actualité économique, également, le Mozambique veut continuer à attirer les investisseurs tout en protégeant ses paysans. 5 millions de titres fonciers seront donc distribués aux agriculteurs dans les prochains mois. Oumou Kalsoumba. À l'occasion du lancement de la campagne de commercialisation agricole 2017, le président mozambicain Philippe Nyusi a annoncé que 5 millions de titres fonciers seront distribués aux paysans. Cette mesure entre dans le cadre du programme de promotion du secteur agricole initié par le gouvernement depuis la campagne 2016. Le développement de l'agriculture est une des priorités du gouvernement afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. En publiant ces titres, le gouvernement entend s'assurer que les terres occupées par les agriculteurs ne sont pas usurpées par d'autres individus, évitant ainsi les conflits fonciers. L'agriculture reste un secteur important de l'économie du Mozambique. Elle représente environ 80% de la population active et 29% du produit intérieur brut. La culture du coton, du sucre, des céréales, du thé ou encore du café porte la filière agricole. Cependant, seuls 12% des terres arables sont exploitées. Ceux qui possèdent ces titres fonciers ont un régime de sécurité sur leur exploitation qui leur permet de produire plus et mieux pour garantir leur sécurité alimentaire et nutritionnelle et accroître leurs revenus grâce à la vente des excédents de production. En février 2017, le gouvernement mozambicain a lancé un projet visant la promotion des pratiques agroécologiques en zone urbaine et périurbaine de Nampula. Il a pour objectif de développer l'agriculture familiale durable à travers le renforcement des compétences des producteurs locaux. Alors, Gratien, c'est une bonne nouvelle pour les paysans mozambicains, cette distribution de titres fonciers? Oui, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, c'est que ça vient pallier au manquement, disons, de la loi mozambicaine, parce qu'en fait, la terre appartient à l'État, ou même quelqu'un peut être exproprié, alors que selon le droit coutumier, en principe, chacun, sa terre natale devient sa terre, parce que tout le monde, on a une terre qu'on a héritée, qui vient, qui, tout simplement, on se dit, cet endroit, c'est chez moi, au niveau des paysans au moins. Mais le problème de ces titres fonciers, c'est que les gens, ils peuvent en profiter, faire des affaires, à donner en garantie ces titres fonciers, ce qui fait qu'en voulant protéger les paysans des investisseurs, l'État peut se retrouver avec des terres maintenant qui appartiennent à ces investisseurs, aux banquiers. Donc ça peut se retourner vraiment. C'est-à-dire que ça peut créer l'effet inverse. Disons que d'autres peuvent en profiter en disant voilà, j'ai des titres fonciers, financez-moi. Parce que les paysans, cette fois-ci, ils pourront avoir des financements de la part des banques, mais on sait bien, on connaît le phénomène El Niño. Si jamais il y a un problème de production, c'est le paysan, il sera obligé de vendre la terre pour rembourser la part. Mais cela peut également éviter les conflits fonciers, finalement, des terres qui sont occupées par des personnes à qui elles n'appartiennent pas véritablement, Monsieur Makanera. Effectivement, vous savez, chaque règle juridique a son côté positif et très souvent est négatif. Parce qu'on peut, dès qu'il y a une loi, les gens, les juristes le savent bien, c'est de voir comment tirer parti, comment contourner la loi en sa faveur. C'est une situation qui est très bonne, mais sa réussite est conditionnée par la politique du gouvernement. Vous savez, il faut aider l'agriculture, les agriculteurs et les protéger. Quand je prends l'exemple sur un certain nombre de pays,
on incite les agriculteurs à travailler et puis on laisse les produits subventionnés venir inonder le marché. À un certain moment, les agriculteurs qui travaillent avec la houe ne peuvent pas concurrencer les agriculteurs occidentaux qui sont là avec les machines et autres. Et des produits en fin de compte, on finit d'ailleurs subventionnés en plus, on finit par décourager les agriculteurs africains. Monsieur Mara. Je suis plutôt d'accord avec eux sur ces deux aspects. C'est une très bonne politique qu'on puisse redistribuer les terres à des pauvres, à des agriculteurs en général. Mais ce qui est important, c'est que l'État doit accompagner ces agriculteurs pour une meilleure production, pour les aider en termes d'éducation, en termes de formation, mais aussi en termes de ce qu'il vient de dire, de distribution au niveau des différents réseaux, à travers des PME, à travers des financements pris en compte par l'État pour ne pas que des investisseurs véreux viennent s'accaparer des terres. Mais c'est une très bonne politique qui permettra certainement à une certaine autosuffisance alimentaire au sein du pays, si toutefois l'État accompagne ces paysans vers une dynamique positive afin d'émanciper ces agriculteurs. Alors, Gratien, il faut dire que cette distribution est indispensable si on veut développer une agriculture durable. Oui, c'est indispensable parce que chacun, au moins, il sait où il est. Parce qu'en principe, même en dehors des procès avec les investisseurs ou autres, on sait bien que les paysans, entre eux, il faut que la terre soit délimitée. Or, cette fois-ci, la terre sera délimitée par la loi. Il y aura des titres fonciers. Mais en même temps, pour développer, on peut faire, disons, pour aider à bien rentabiliser la terre, on peut demander avec ces titres fonciers, les gens peuvent se regrouper en coopérative parce que chacun sait bien où arrive sa terre. Et de cette façon, l'État peut aider au niveau du développement et de la grande production. Comme on l'a dit, justement, il faut aussi que les États africains arrivent à bloquer les frontières par rapport aux produits agricoles qui arrivent. Il y a des pays, tous les pays en Europe se protègent. On ne peut pas, disons, importer n'importe quoi en France, sans parler des pays comme la Suisse qui peuvent bloquer entièrement une production. Donc c'est de cette façon qu'on peut encourager la production africaine. Merci Gratien. 819 millions de dollars, c'est notre chiffre du jour et il correspond au montant des pertes enregistrées par la compagnie aérienne Egypt Air pour le compte de l'année fiscale en cours. Monsieur Makanera, c'est une des conséquences directes de la dévaluation de la livre égyptienne? Ça peut l'être, n'étant pas économiste. Vous savez, la dévaluation, on a prêté de l'argent, comment dirais-je, en France, en euros. Par exemple, si sa monnaie est évaluée, voyez-vous, les conséquences sont là. Mais l'Égypte, il fallait s'y attendre parce que même le transport égyptien dépend en grande partie, pour une bonne partie quand même, du tourisme qui représente une entrée d'argent quand même conséquente. Donc, dès que le tourisme est touché en Égypte, je pense que l'un des fondamentaux du pays est touché. Cela peut avoir des répercussions jusque dans le domaine du transport. Oui, en fait, l'Égypte n'a pas dévalué sa monnaie, elle a laissé la monnaie flotter. Et donc, du coup, on peut dire, c'est une autre façon, disons, d'évaluer. Ça peut augmenter ou baisser. Comme ils payent le kérosène en dollars, c'est normal que, bon, on peut dire qu'il y ait des pertes. Mais en même temps, c'est que la compagnie égyptienne a voulu vraiment sauver pratiquement le pays, continuer à faire ce que les autres compagnies ne font pas, sur le transport aérien, même intérieur à l'intérieur du pays, alors que ce n'est pas rentable. On peut dire par un certain patriotisme, parce qu'il faut faire, ça doit coûter de l'argent, relancer le tourisme en Égypte, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye, il y a Egypt Air qui paye, il faudra que l'État aide cette compagnie à relancer cette économie et en même temps à relancer la compagnie. Merci Gratien. C'est à présent la fin de cette émission qui marque également la fin de notre semaine spéciale opposition. Notre prochain volet sera consacré aux défis politiques et sociaux de la République démocratique du Congo. Monsieur Mamoudou Mara, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes consultant gestionnaire de campagne marketing. Merci à vous, merci de m'avoir invité. Monsieur Ibrahima Sori Makanera, merci également d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes juriste. Merci, madame. Et merci à vous, Gratien, pour votre présence. Merci, Graziella. Bonsoir à tous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.